Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie. Je suis désolée, je sais que c'est environ un mois depuis que j'ai lu la troisième partie de la nouvelle La Parure. Donc aujourd'hui, je vais lire la quatrième partie de cette nouvelle écrite par Guy de Maupassant. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance, et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara: Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qui l'avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir les grains. Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du palais royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir, même s'il pourrait y faire honneur, est épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales. Il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé: « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des Necessitaux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne. On changea de logement. On loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant.
Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haute, lavait à grande eau les planchers, mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'assied auprès de la fenêtre, et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Merci pour m'écouter et avez une bonne journée. Au revoir.